On va peut-être passer à un témoignage maintenant et un exposé par Joël Durand. Donc Joël Durand est vigneron, il y tient, c'est ça. Voilà. Mais après, en dehors de ça, il a une vie associative assez riche, puisqu'il est aussi le président du Cru Saint-Joseph, et il en produit évidemment. Il produit aussi du Cornas et du Saint-Péret sur le domaine familial, voilà, qu'il a rejoint il y a une trentaine d'années maintenant. C'est aussi le président de l'Institut Rhodanien, donc, qui regroupe des moyens autour de la recherche et du développement dans le monde de la vigne et du vin. Et donc, à ce titre, il est le président de la commission technique des Côtes du Rhône. Donc, il va nous parler d'appellation. On est dans le Languedoc, on se présente toujours comme la plus grande région viticole du monde, même si c'est un peu concurrencé, je crois, aujourd'hui en surface et en volume par la Manche. Là, on va parler de surface plus petite, et peut-être une approche un peu différente qui peut-être témoigne d'un génie particulier. Voilà, on va voir ça. Donc bonjour à tous. Effectivement, les Languedociens, vous êtes les plus grands. Alors on va partager, mais on va être les plus beaux. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Si toutefois la beauté existe, ou s'il y a un génie de la beauté. Bon, c'est un petit peu compliqué pour moi d'intervenir après tout ce que j'ai entendu, parce que c'était tellement intéressant que je me suis épuisé à écouter. Et puis, je trouve qu'en fait, un certain nombre de choses ont été dites, donc je crois que je pourrais peut-être pas m'empêcher de répéter un certain nombre de choses que j'ai déjà entendues. Le problème, c'est que sans se concerter avec les autres intervenants, je pense que globalement, on va peut-être avoir écrit un peu les mêmes choses. Donc moi, Jean l'a dit, je suis avant tout vigneron. J'ai accepté d'essayer d'assumer certaines responsabilités donc, dans le collectif. Mais avant tout, j'y tiens, je suis vigneron. Et effectivement, je suis vigneron sur un secteur, donc on va dire sud du nord de la vallée du Rhône. Alors ça c'est compliqué. En gros, ça se positionne entre Valence et Tournon, pour ceux qui connaissent cette vallée du Rhône. Nous, on est les rois de la micro-viticulture. Les Bourguignons un peu plus au nord font très fort aussi, mais peut-être que nous, par la dispersion du vignoble, on fait finalement encore plus fort. Donc cette région, en fait, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, on peut peut-être zoomer déjà en partant donc, de la vallée du Rhône. Donc la vallée du Rhône, c'est un peu plus de 3 millions d'hectolitres si on met tout le monde. Donc cette vallée du Rhône, eh bien, vous la connaissez, vous la traversez. Il y a la grosse, je dirais, patatoïde méridionale autour de Orange, Avignon. Et puis après, on a le Chili du Nord. Donc entre Valence donc, et Vienne. Et c'est là finalement que les choses pour nous vont être intéressantes aujourd'hui. Donc on est sur une région donc, où on a 8 crus des Côtes-du-Rhône. Donc on n'a pas ou très peu, on a quelques petits îlots donc, de Côtes-du-Rhône régionales. Par contre, donc, on a 8 crus. Donc si on les prend pour les citer, en fait, je dirais en gros dans un ordre complètement anarchique, le plus connu d'entre eux par sa surface, c'est Croix-Hermitage, qui doit représenter à peu près la moitié de la surface donc, du Rhône Nord. Derrière, on aura forcément le célèbre rocher de l'Hermitage, qui l'a fait plus rêver par sa grandeur vineuse que par son espace géographique immense. On aura Saint-Joseph après, donc en rive droite du Rhône, qui est la deuxième appellation en termes de superficie. On aura plus au sud deux petites appellations. Alors ça, je ne sais pas si je vous parle de surface parce que ça va vous faire pleurer. On a Cornas qui va parler de 130 hectares. On aura Saint-Péret au sud qui va parler de 85 hectares. Et je peux faire encore plus petit, parce que quand je remonte vers le nord, si Côte-Rôtie fait aujourd'hui 280 hectares, Condrieu en fait 200, et par contre, il en manque une, la 8e, je vous la donne en 1000, c'est Châteaubrié. Donc là, c'est encore mieux, parce qu'on a un producteur, une appellation et 3,5 hectares de vigne. Donc j'imagine que par rapport aux surfaces que vous avez l'habitude de côtoyer, finalement, le Rhône Nord, c'est 3500 hectares de vignes.
Si on essaie de relativiser par rapport au Rhône, généralement, c'est à peu près la surface de Châteauneuf-du-Pape. Donc tout ça lié dans les côtes du Rhône, c'est vraiment, on est sur la petite puce. Pour compléter ça, je dirais qu'on a un petit peu, Jean m'en parlait tout à l'heure, on a une petite production aussi en périphérie donc, de ces crues, en IGP colline rhodanienne. Donc là aussi, c'est une IGP, mais qui reste très 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 confidentielle. Le cep, donc voilà, le cep, on en utilise un petit peu aussi. Par contre, nous, on en a beaucoup moins que chez vous. Donc on en a 4. On a 4 cépages. Donc en rouge, là c'est très simple, on en a un seul, qui est la Syrah. Et après, sur les blancs, donc on en a 3. Donc je dirais que certainement celui qui est le moins représenté, c'est la Roussanne, que vous connaissez. On a après le dominant blanc qui est la Marsanne. Et puis on a l'exception Vionnier qu'on va retrouver dans 2 appellations. Donc voilà un petit peu pour redresser le tableau, donc cette région qui est entre Valence et Vienne. On va avoir un climat que je qualifierais, alors notre climat il évolue un petit peu si on est à Valence ou si on est à Vienne. Par contre on peut considérer qu'on a un climat qui est de nature subméditerranéenne, donc avec un été chaud et sec de manière générale. Certains rapports mettaient en avant le fait que sur la partie sud de Tournon, on avait assez régulièrement 2 mois quasiment sans eau, juillet-août, et donc avec un petit peu plus d'humidité au nord. Par contre, quelque chose que vous connaissez très bien et que nous on a aussi, même si le nom n'est pas le même, par contre c'est 2 vents qui sont souvent associés. Vous avez la tramontane, on a le Mistral, qui en fait chez nous, on ne sait pas si c'est la bise ou le Mistral. Par contre, ça vient du nord, l'hiver c'est froid, c'est sec, et l'été c'est plus chaud, mais c'est toujours très sec. Enfin, cette région, on a une géologie qui est marquée par 3 éléments, je dirais, alors je ne sais pas s'il faut dire fondamentaux ou fondateurs, je ne sais pas, les 2 termes peuvent peut-être s'employer. Donc on a notre bon gros massif central, donc qui lui est à l'ouest de la vallée du Rhône. Donc notre massif central, c'est voilà, le massif cristallin. Donc on verra par la suite qu'en fait il a une importance quand même majeure et fondamentale. Enfin on a la vallée du Rhône, puisqu'on est dans les côtes du Rhône. Donc là aussi c'est quelque chose qui a toute son importance. Et autre importance, en fait pour la partie sud, donc sur le nord de Valence et le sud de Tain, on est exactement dans le confluent du Rhône et de l'Isère. Donc ça aura un impact assez notoire sur la présence de certains types de sols. Et enfin, quelque chose qui a bouleversé toute cette géologie, c'est finalement le massif alpin. Donc même s'il n'y a pas de vignobles sur les Alpes qui sont de l'autre côté donc de la vallée, en fait la sortie, je dirais, de ce massif dans une époque où on n'était pas là et où je pense qu'il n'y avait pas de vignes non plus, a complètement bouleversé en fait à la fois cette vallée qui avait un passé maritime, donc avec des calcaires par endroits déposés au fond, et qui a tout ressecoué, donc qui en fait a quelque part perturbé ou mis en place en fait certains terroirs qui ont pu définir les appellations. Donc pour revenir un petit peu en zoom sur les différentes appellations, donc en termes de support, donc on va pouvoir passer à la carte de Côte-Rôtie. J'ai pas forcément trouvé les cartes que j'aurais voulu avoir pour vraiment mettre en avant en fait les différents terroirs et puis présenter les appellations. Par contre, je suis parti de cartes géopédologiques qui sont assez récentes et qui mettent en avant, je dirais, à la fois le relief et le lien entre les collines, les pentes, le fleuve, et après la distribution donc, du vignoble de façon, on va dire, un peu sporadique tout au long de ce relief. Donc si on démarre sur Côte-Rôtie, Côte-Rôtie, c'est la Syrah du Nord par excellence. Et par contre, la particularité de Côte-Rôtie, quand je parlais de cépage tout à l'heure, c'est qu'on est sur une appellation qui est petite, ça je l'ai déjà dit, et qui en plus de ça, se permet de faire des rouges avec des blancs. Alors faire du blanc avec du rouge, si on a de bons œnologues, on ne parlera pas des cabinets qui nous invitent aujourd'hui, on peut y arriver. Par contre, faire du rouge avec du blanc, c'est plus compliqué. Côte-Rôtie, la Syrah y est magique, mais si on y met un petit peu de Viognier dedans, finalement, ça va pas mal. Donc, grosse particularité de Côte-Rôtie, c'est ces 2 cépages, en fait, avec, alors je ne sais plus si c'est 15 ou 20% de tolérance, donc de Viognier complanté dans les Syrahs. En descendant, forcément, on aura Condrieu. On avait eu la carte de Condrieu, elle est encore là. Condrieu, donc bon, là c'est le pur Viognier. Donc pur Viognier,
On pourrait peut-être dire que sans Condrieu, le vionnier n'existerait plus. Parce qu'en fait, je crois que les limites de l'appellation en termes de surface sont descendues à une quinzaine d'hectares dans un passé qui n'est pas si lointain que ça. Je crois que si on remonte aux années 50 ou 60, il restait peut-être à peine plus de 10 hectares si elles y étaient. Depuis, Côte-Rôtie a explosé. Par contre, je ne sais pas où étaient les vignes de Pied-Mer en fait, de Vionnier, parce qu'il s'en est planté énormément. Donc en fait, c'est certainement le cépage qui a peut-être le plus explosé avec aussi peu de surface dans ces années-là. La petite virgule, donc Château-Grier, donc j'en parlerai pas plus que ça, puisque donc on sera sur le même cépage. Je vais plutôt prendre un peu plus de temps sur la partie la plus au sud, en fait, donc entre Tain et Valence. Parce que finalement, sur cette partie-là, on va retrouver 5 appellations. On va retrouver donc 5 appellations sur à peu près 20 km, avec pour la Syrah le monocépage, et pour les blancs, donc des Marsanne et des Roussanne, un assemblage varié. Et je crois que c'est assez évocateur de se dire sur 20 km, on met 5 appellations, pour certaines raisons que je vais essayer de vous présenter. Donc la première, donc, c'est Croz-Hermitage. Donc vous devez avoir la carte de Croz-Hermitage. Donc Croz-Hermitage, si on devait la définir par un petit zoom, on pourrait dire que c'est effectivement la plus grande appellation du Nord avec à peu près 1600 hectares. C'est une production d'environ 70 000 hectos par an. Donc là, on est sur la rive gauche du Rhône. On est nord du confluent, donc Rhône-Isère que j'évoquais tout à l'heure. Et surtout, en fait, c'est une appellation qui entoure le célèbre rocher de l'Hermitage. On va y retrouver donc 3 grands types de sols. Donc la partie la plus au nord de la carte, donc en fait, qui est en vert si je ne m'abuse. Donc on est sur le nord du vignoble d'Hermitage, et là on est en fait sur des coteaux granitiques qui sont assez semblables à ceux de Saint-Joseph, si ce n'est qu'on est en rive gauche, donc l'exposition est forcément plus sud-sud-ouest, sachant qu'on est en rive gauche du Rhône. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, ces granites en rive gauche du Rhône, c'est quand même une exception, puisqu'en fait, juste un petit peu au sud, quand on sera sur l'Hermitage, on retrouvera donc une partie de l'Hermitage dont le sol s'appelle le granit de Tournon. Parce qu'effectivement, notre ami le Rhône, dans un passé lointain, avait décidé de prendre l'autoroute avant même qu'elle soit faite. Et après, donc, on a eu certainement un événement géologique mouvementé qui fait que le Rhône est venu tronquer un morceau donc, de massif central appartenant normalement à la rive droite pour le faire passer en rive gauche. Donc cette présence de granit. Et donc sur la partie sud, donc, qui est en marron, donc là on est sur le plus grand territoire de l'appellation Croz-Hermitage, notamment avec la commune de Mercurolles. Et donc là, on est sur une ancienne terrasse du Rhône, donc une zone plutôt plate. Donc on pourrait la comparer aux galets roulés qu'on a sur Châteauneuf-du-Pape. Donc quelque chose de assez propice, je dirais, à la culture de la vigne. Et qui, si on expliquait en fait sa mise en place au cours des ères géologiques, on pourrait imaginer qu'en fait c'est une énorme fosse qui existait donc au sud du coteau de l'Hermitage et qui a été comblée par un petit peu des alluvions amenés par l'Isère avec des galets roulés, un petit peu en fait des éléments apportés par le Rhône. Donc réellement une fosse qui a été comblée, qui a donné donc cette vieille terrasse du Rhône, et après que le Rhône a quitté finalement pour aller rejoindre un lit plus profond. Donc en fait, la particularité également de cette zone, c'est que les travaux donc, en termes de pédologie ont mis en avant ces dernières années qu'on avait tout un réseau hydrique souterrain qui en fait était lié à la fois au relief et aux collines qu'on peut avoir, que ce soit de l'eau qui descend des Alpes ou que ce soit de l'eau liée en fait au massif de la rive droite. Donc en fait une circulation hydrique en profondeur qui est certainement avec un impact majeur sur l'alimentation par capillarité de certains terroirs. Enfin une petite partie, on va dire, qui est assez marginale, mais qu'on retrouvera un petit peu sur les autres appellations aussi, avec la présence de l'œuf. Donc les l'œuf, vous savez tous, ces terres blanches apportées plutôt apparemment donc, du nord par les vents, et qui sont venues saupoudrer sur certaines phases du relief, des zones à turbulence ou des zones en face un petit peu est. Et donc des l'œufs qui seront eux un peu plus alimentants hydriquement et souvent support pour les blancs. Donc l'Hermitage, en fait, j'en avais parlé un petit peu avec son rocher donc, granitique. La particularité géologique de l'Hermitage, c'est qu'en fait, on a
On a une appellation qui est un vrai barrage en fait au milieu de la vallée. Le Rhône est passé un coup d'un côté, un coup de l'autre. Par contre, en fait, c'est un vrai barrage, donc d'où cette exposition plein sud du coteau de l'Ermitage. Et là, donc, on aura à quelque part, je dirais, un patchwork de sol avec des granites donc issus de la rive droite, mais aussi des galets qui ont été déposés par les turbulences du Rhône et puis qui après se sont retrouvés en altitude. Également certaines marnes, en fait, des choses assez complexes. Donc l'Ermitage, évidemment, qui lui, de sa position en fait décalée de la montagne du Massif central et exposé plein sud, bénéficie d'un ensoleillement qui est, allez, pas 24 heures sur 24 au mois de juin, mais quand même avec des nuits très courtes. Enfin, un peu plus au sud, donc on va évoquer deux appellations que j'aime bien mettre ensemble, donc Cornas-Saint-Péray, parce que finalement, vu la surface, on peut en faire qu'une. Non, trêve de plaisanterie, on est sur un cirque. Donc là, Cornas, en fait, j'ai pas la carte Saint-Péray malheureusement. Cornas, on a un effet un peu patatoïde, parce que là, c'est un vignoble qui est sur une commune, qui doit faire 1,5 km de diamètre, peut-être 2 km pour des marges. Par contre, on est sur quelque chose qui est particulier. Entre Cornas et Saint-Joseph, on a un massif calcaire qu'on retrouve, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc au niveau des châteaux de Crussol, donc sur Saint-Péray, sur la commune de Cornas. Ça va mieux? C'est reparti. Donc sur la commune de Cornas, en fait, ce massif calcaire a disparu. Donc là aussi, certainement, à l'occasion d'un événement ou d'un accident géologique. Donc en fait, ça donne quoi? Ça donne un vignoble qui est beaucoup plus concentrique, ça je l'ai dit, et qui en fait va être plus décalé du Rhône. À quelque part, c'est comme si on avait mis un coup d'emporte-pièce dans ce massif calcaire, et au lieu d'être à 500 mètres ou 1 km donc, du lit du Rhône, là on est à peu près 2 km 500, donc on est caché dans ces massifs calcaires, et donc avec un cirque qui va donner je dirais un climat toujours plus chaud et plus sec, donc à quelque part une exigence climatique qui va être supérieure au niveau du végétal. Donc tout à l'heure on parlait de ces liens entre le sol, le climat et le cep. Donc sur Cornas, c'est une exigence supérieure. Par contre, un sol qui aura une composition un petit peu différente de ce qu'on aura sur les granites de Saint-Joseph, parce que justement, ce sol, on a eu ce passé calcaire qui a disparu, donc on retrouve sur de belles arènes granitiques, quelquefois, un morceau de marbre. Donc un sol qui a un peu plus d'argile et qui apportera une réponse un peu différente donc, au cépage. Pour la partie Saint-Péray, donc là on est sur le sud donc, de ce cirque Cornas-Saint-Péray, on a là une appellation uniquement en blanc. Ce que je n'ai pas dit sur Cornas, c'est que c'était la seule appellation par contre qui était obligatoirement 100% Syrah, puisqu'elle n'a pas de blanc. Sur Saint-Péray, on sera uniquement blanc, donc avec des marsannes, des roussannes, 85 hectares j'ai dit, et on se paye le luxe à Saint-Péray d'avoir des effervescents. On n'a pas beaucoup de surface, on a 2 cépages, mais on fait quand même de l'effervescent. Donc c'est une production qui représentait à peu près, je pense, 80-90% du volume de l'appellation il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Je vous laisse deviner, en fait, sur ce type de sol, avec des petits rendements, de la marsanne et de la roussanne, faire un effervescent, c'est pas si facile que ça. Il y a la clairette de Die qui est pas loin. Je crois que les capacités de mise en marché ne sont pas les mêmes. Et en fait, on n'est pas en Champagne non plus, donc c'est un passé qui, en fait, s'est un petit peu inversé en termes de proportion, mais qui, aujourd'hui, en est arrivé là. Saint-Péray, donc en fait, on a l'existence du massif de Crussol. Donc ça, c'est un massif calcaire, donc qui est très près du Rhône et qui a été relevé à l'occasion de la sortie des Alpes. Donc ce massif calcaire, on aura des couches calcaires qui se retrouvent relevées côté vallée et donnant des petits plateaux légèrement orientés à l'ouest, donc avec des zones de falaise en fait au-dessus de la commune de Guilherand face au Rhône. Et la particularité en fait de ce massif, ou le résultat de l'existence de ce massif, est qu'au niveau de la commune de Saint-Péray, on a une vallée parallèle à la vallée du Rhône, liée à un affluent du Rhône qui s'appelle le Mialan, et donc qui coule dans le sens sud-nord. Donc en fait, on est sur une petite vallée donc, qui a contre-courant de la vallée du Rhône,
Et donc le Mialan, donc ce ruisseau, a fait le tour de ce massif calcaire pour aller rejoindre le Rhône. Donc ça va nous donner sur Saint-Péray, en fait, l'existence donc, de sols avec une présence assez régulière d'argilo-calcaire, même sur les parties granitiques, et surtout des expositions ouest, des expositions plein sud, et quelques expositions sud-est. Donc là encore, en fait, un relief ou une géologie toujours assez complexe. Non, il n'y avait pas de carte sur Saint-Péray, j'en avais pas. Donc voilà un petit peu pour le tour. Il ne reste plus qu'une appellation que je n'ai pas évoquée. Il se trouve qu'en étant le président, c'est celle que je connais la mieux. Donc je l'ai réservée pour la dernière partie. Donc pour Saint-Joseph, alors Saint-Joseph, c'est une appellation qui est tout en longueur, donc qui fait 45 km. Et donc la carte consolidée des différents secteurs qui vont vous être projetés, en fait, n'était pas très lisible. Donc là, je suis parti donc on doit avoir 5 cartes, je pense, successives, qui représentent donc 5 parties de l'appellation, ou l'appellation en 5 parties, et on voit bien apparaître en fait à la fois les méandres du Rhône, le relief, donc ça imagera un petit peu, même si ça sera un peu plus brouillon. On peut mettre celle-ci si on veut, voilà, par exemple. Donc Saint-Joseph, c'est toute une histoire. Tout à l'heure, on a entendu parler d'histoire languedocienne, je dirais. Bien qu'en fait, dans les propos de notre historien qui était très riche, mais je ne me suis pas senti perdu parce qu'il a parlé presque de mon pays. Il a parlé de l'Ardèche, avec donc notamment le domaine du Pradel, qui est effectivement sur la partie sud d'Ardèche, quasiment à 80 km donc au sud de chez nous. Par contre, j'étais content, je me suis dit, on est en Languedoc, mais on parle de l'Ardèche, donc c'était très valorisant pour moi. Donc là, on va être sur l'histoire un peu plus au nord, donc l'histoire de Saint-Joseph. Sur ce Rhône Nord, dès l'arrivée des appellations, donc c'est pas si vieux que ça, c'est 1936, on a vu des appellations comme Saint-Péray ou Cornas, Châteaubriand également, qui donc se sont faites reconnaître comme appellation d'origine contrôlée. À cette époque-là, donc la partie Saint-Joseph était limitée au canton de Tournon, et où donc le canton de Tournon donc, avait, sur la commune de Tournon d'ailleurs, un lieu-dit qui s'appelait Saint-Joseph, et où en fait les gens du canton de Tournon commercialisaient des vins de Saint-Joseph. Donc il y avait les vins de Saint-Joseph, il y avait les vins de Mauves, souvent il y avait un petit peu confusion entre les deux, vu que la majorité des exploitants de ce massif de Saint-Joseph habitaient à Mauves. Donc une confusion un petit peu sur certains livres d'histoire. Donc à cette époque-là, on a des vignerons qui existent. Par contre, la réflexion en fait sur cette notion d'appellation d'origine contrôlée, qui démarre un petit peu, qui vacille, va être bloquée par l'arrivée malheureusement de la guerre donc à cette époque-là. Et en fait, c'est une appellation qui va être reconnue en 1956. Donc une appellation qui est relativement jeune, donc reconnue sur ce canton de Tournon. En 1970, on a toute une zone en fait au nord de Tournon, donc sur la partie, je dirais, actuelle de Saint-Joseph, qui en fait produisait des côtes du Rhône. Et par une grande réflexion, des côtes du Rhône ici, c'était pas forcément ce qu'on avait l'habitude d'avoir comme côtes du Rhône. Donc en fait, grande décision, cette zone-là est reconnue territoire Saint-Joseph par l'INAO, donc dans les années 70. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, donc l'appellation couvre 26 communes. En gros, Guilleran, donc la commune la plus au sud, en face de Valence, et Chavanay, la commune la plus au nord, qui rejoint les limites donc, de Condrieu. Donc ça, c'est 1970. Et puis donc à cette époque-là, l'INAO, les experts, alors s'il y avait eu experts pour en fait la délimitation de cette zone, mais on fait de grosses boucles, de grosses patates tout le long. Et ils avaient dessiné à cette époque-là 7000 hectares de potentiel viticole. Donc c'était quand même relativement important. Et à la fin des années 80, début des années 90, alors que finalement cette partie-là avait une viticulture qui était un petit peu en complément d'autres activités, les syrahs deviennent intéressantes, les syrahs sont reconnus, on a des moyens mécaniques plus importants pour remettre en valeur les coteaux, des pelles mécaniques, des gens qui ont envie, et puis plus le vin, ça devient un petit peu rémunérateur. Donc finalement, on a ce territoire-là, et ça se met à se développer. Par contre, sur ce territoire-là, on a des zones en coteaux compliquées, et puis on a des zones de plateau. Donc sur ces zones de plateau, qui sont entre 300 et 400 mètres d'altitude, on commence à voir sporadiquement des vignobles qui se mettent en place. Et donc nos amis ou mes prédécesseurs gestionnaires de l'appellation
commence quand même à se poser des questions en se disant finalement les coteaux traditionnels c'est difficile, on ne trouve pas la main d'œuvre pour y aller, bon ça peut se remettre en culture mais voilà. Par contre sur les plateaux ça s'appelle quand même Saint-Joseph, c'est facile, c'est mécanisable, pourquoi pas quoi. Et en quelques années, finalement, la réflexion amène à se poser la question de savoir si on ne va pas sur 2 viticultures dans cette zone-là, à savoir donc sur des vins de plateau qui vont être plus légers, qui auront moins de couleurs, qui auront moins d'aptitude au vieillissement, qui par contre coûtent moins cher à produire et permettent d'en produire plus avec moins de temps. Donc finalement, risque de perte d'image, d'une image double et pas forcément lisible par le consommateur. Allié à ça, finalement, si sur les coteaux ça marche bien économiquement, pourquoi ne pas abandonner les zones traditionnelles pour aller que sur des zones moins traditionnelles? Donc la réflexion là-dessus nous amène à engager, donc fin 80, début 90, donc une révision de cette zone d'appellation. Et donc le conseil d'administration demande à l'INAO de nommer une commission d'enquête, enfin tout un process que vous connaissez tous bien. Et donc à cette époque-là, le constat était de dire que sur les 7000 hectares que j'avais évoqués, seulement 500 hectares étaient plantés. Donc il y avait un potentiel, je dirais, de développement important sur des zones moins favorables. Donc je vous passerai les détails de la difficulté sociale, économique et politique de cet épisode-là, qui fait que du moment où on touche en fait à un patrimoine potentiel, même s'il n'est pas qualitatif, ça laisse jamais complètement tranquille dans les campagnes. Donc la révision s'est déroulée. Et donc Saint-Joseph aujourd'hui, suite à cette révision, a été ramené donc, à l'époque à un potentiel de l'ordre de 3500 hectares. Donc Saint-Joseph aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 1300 hectares de vignes. Donc finalement cette révision, même si elle a enlevé du potentiel, elle a vu naître des parcelles supplémentaires, elle a vu naître de belles parcelles dans la zone traditionnelle. Bon, elle a été accompagnée également par des mesures, je dirais, socio-économiques pour aider le redéploiement sur la vraie zone traditionnelle. Donc aujourd'hui, c'est 1300 hectares de vignes, c'est 45 000 hectares de production annuelle, environ, en moyenne, et qui sont représentés en gros par 90% de rouge et à peu près 10% de blanc. Donc Saint-Joseph, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez vu défiler quelques cartes. C'est finalement... c'est le Chili, mais c'est même pas le Chili. Il faudrait qu'on enlève des provinces dans le Chili pour arriver à faire Saint-Joseph. En fait, j'ai pour habitude de dire que sans Saint-Joseph, le Rhône Nord n'existerait pas. C'est normal, j'en suis le président, j'en produis, donc ça m'arrange bien. Non, c'est en fait, cette appellation, c'est réellement... alors on fait un peu comme on veut. Soit la colonne vertébrale, soit le trait d'union. Donc entre 2 appellations au sud, une blanche et une rouge, que sont Cornas et Saint-Péret, et finalement les 2 appellations du nord, que sont Condrieu et Côte-Rôtie. Donc c'est cette colonne vertébrale qui fait qu'aujourd'hui, quand on est en voiture, ou si on passe, alors en TGV c'est plus compliqué je crois pour certaines zones, mais si on est en voiture et essentiellement côté rive gauche parce qu'on prend un petit peu de recul, quand on commence à accrocher les vignobles septentrionaux à partir de Valence, en fait on voit toutes ces faces sud de ruisseaux qui vont se succéder pour aller rejoindre peut-être la plus mémorable de toutes, à savoir le coteau de Côte-Rôtie. Quand on prend l'autoroute et qu'on remonte vers le nord par cette vallée, forcément, quand on traverse le Rhône, on est face à Côte-Rôtie. Et là, on a un des plus beaux paysages, à mon sens, pour imager cette viticulture du Rhône Nord. Donc voilà pourquoi cette notion un peu de trait d'union et de colonne vertébrale. Si bien que, quelquefois, pour définir cette appellation, je la présente comme étant un cru des côtes du Rhône, mais finalement qui n'a pas une existence liée réellement au Rhône. Parce que finalement, ce qui fait l'appellation Saint-Joseph, ce qui fait son unité à quelque part, ou son fil conducteur sur un territoire aussi long, c'est les affluents du Rhône, qui chaque fois en fait vont tronquer le massif central et vont définir une face sud du ruisseau, une face nord. La face nord sera exposée au sud, c'est encore compliqué l'histoire, mais vu qu'on est sur des ruisseaux qui coulent ouest-est, et donc c'est toutes ces faces sud qui aujourd'hui sont le support de cette appellation Saint-Joseph, donc avec une très belle exposition solaire, et avec de manière générale un trait commun, si on pouvait dire que c'est un trait, c'est une famille, on sera toujours sur des sols granitiques, à l'exception donc de 2 petits îlots sur le sud où on aura les calcaires. Les granites, voilà, on a l'habitude de dire il y a le granit, il y a le calcaire, il y a les sols alluviaux. C'est pas si simple que ça. Et le granit chez nous, je dirais que sur une même parcelle, il va y en avoir 14 sortes. On aura des schistes par endroits, on aura des zones plus compactes,
On aura des zones plus caillouteuses, des zones plus sableuses avec des arènes, des zones à mica noir, des zones à mica blanc. On a des sols qui sont diversifiés à l'infini. Et le problème, c'est que sur une même parcelle, on n'a pas une parcelle de demi-hectare, on peut avoir 4 sols différents. Donc pour la définir aujourd'hui, c'est assez compliqué, sachant que dans tous les cas, on aura donc cette décomposition du granit qui va amener en fait un peu plus de rétention en eau, un peu moins. Un côté plus solaire si on a une grosse pyrosité avec ce côté bouillotte, avec les nuits qui sont plus chaudes sur les sols pierreux que sur les sols argileux. Donc voilà, la magie de Saint-Joseph, c'est ces granites. Peut-être qu'un des génies est dans le granit, je ne sais pas. Et enfin, on aura donc quelques petites parties de l'œuf, comme j'avais évoqué pour la rive gauche, mais de façon beaucoup plus marginale. C'est un petit peu rébarbatif tout ça, mais c'est notre territoire, il est petit, mais il est compliqué. Finalement, donc tout ça, c'est bien, c'est des cailloux, c'est des ruisseaux, c'est le Rhône. On y fait du vin. Donc on y fait du vin. Et par rapport à ce que je vous ai évoqué sur ces personnalités de terroir, quelque part, ou de micro-terroir, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Finalement, quand on a un Gros Hermitage, si on est sur un rouge, on se rend compte que c'est, alors je l'ai dit, le plus facile à produire, quelque chose qui aujourd'hui, commercialement, va plutôt bien. C'est le plus accessible en termes de dégustation. Et on se rend compte que finalement, tout à l'heure on évoquait avec Mathieu évoquait plutôt ces problématiques d'agro-œnologie. Finalement, sur ces galets roulés, les syrahs ne sont pas très acides, quoi. Et les pH de 4, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc voilà, facilité parce qu'on a des maturités qui arrivent bien. On a par contre des vins qui ont ce côté assez gourmand, assez accessible, lié donc assez galé et assez pH élevé. Le même cépage, de l'autre côté du Rhône, on est sur Saint-Joseph. Là, on est sur le support granitique. Donc ce support granitique, tout de suite, on va retrouver là aussi un élément que Mathieu avait évoqué, on va retrouver la minéralité. On sera plutôt sur des pH autour de 3,65, 3,70. Donc des choses qui déjà sont un petit peu plus nerveuses. Donc un vin qui par contre sera un peu moins explosif, un peu moins sur un côté jovial immédiat. Par contre, si on prend le temps de l'attendre un petit peu quelques années, ou de ne pas aller trop vite dans le verre, d'y revenir, de l'aérer, on se rend compte que si la personnalité est plus discrète au départ, on a aussi cette profondeur, on a cette longueur. On a je dirais ce que moi je caractérise comme une syrah de granit. Donc avant on avait une syrah de galet, là on a une syrah de granit. Et ces syrahs de granit, ça sent les fruits rouges, ça sent le graphite, ça sent les épices. Et puis ça a de la longueur et ça a un tanin qui est fin, soyeux, même si on est très coloré. Enfin, j'ai envie de regrouper 3 appellations, tout ce que je pourrais appeler la trilogie des grandes syrahs du Nord. Donc c'est Côte-Rôtie, Hermitage et Cornas. Donc là, c'est 3 micro-vignobles, encore plus. Par contre, je pense que chacun d'entre vous en a entendu parler. J'espère a eu l'occasion d'en goûter. Donc c'est la trilogie, par contre, c'est pas les frères ennemis, mais c'est des cousins, quoi, quand même, qui ont chacun leur spécificité. Cornas, le plus au sud, on pourrait dire que c'est peut-être le plus méditerranéen des 3, avec peut-être celui qui a la plus grosse masse tannique, mais aussi peut-être la plus grande finesse de tanin, avec une syrah qui est toujours précoce, mais qui supporte de la surmaturité sans s'écraser, justement par rapport, je pense, à cette réponse du sol. Donc là aussi, peut-être engager avec Mathieu un peu d'agro-œnologie pour aller comprendre peut-être ce terroir, mais en lui laissant sa part de rêve. L'Hermitage, tout le monde sait, c'est le central, donc c'est cette colline particulière. Et puis Côte-Rôtie, c'est la grande syrah du Nord, donc la nordique, je dirais la dentelle, le côté la plus bourguignonne de toutes, si on pouvait utiliser cette expression. Les blancs, j'y reviendrai pas particulièrement dessus. Et puis enfin, il y a le cep. Donc le cep, voilà, je peux pas en parler autant que des terroirs parce que c'est toujours les mêmes. Après, il y a un autre élément, à côté du cep, il y a l'homme. Et l'homme, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, les vignerons se sont reproduits, ils ont fait des générations de vignerons. Et finalement, ce modelage en fait, de terroir et de parcelles que je vous ai présenté, finalement, c'est les vignerons qui l'ont fait. Alors, c'est les vignerons qui l'ont fait, je dirais, alors je ne sais pas si effectivement ils consommaient beaucoup de produits pour se donner le courage, la force, parce que c'est des vignerons montagnards. Donc par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le montagnard par rapport au languedocien, je ne sais pas comment ça peut fonctionner.
monsieur l'historien, il faudra peut-être de trouver une explication. Mais ces vignerons, quelque part montagnards, qui avaient l'habitude de suer, ont construit des murs, les ont entretenus, ont je dirais, retravaillé ce que nous on appelle des chalets, mais donc des terrasses en fait, manuellement. Et donc après, ils ont défait, parce que ça ne marchait plus, économiquement, ça ne servait plus, donc ils ont oublié, ils ont défait, ou ils n'ont pas refait. Et puis après, on a des zones qui se sont remises en place, qui ont été trop spacieuses, qui ont été retravaillées. Donc finalement, c'est du labeur, c'est aussi de l'intellect, c'est de la pensée pour savoir finalement ces terroirs, où est-ce qu'on les met pour cultiver de la vigne dans les conditions les plus faciles en termes de protection sanitaire, où est-ce qu'on a le meilleur résultat finalement en termes d'expression par rapport au sol. Voilà, toutes ces questions. Donc ces hommes finalement ont fait des faits, ont modifié ce terroir. Modifier le positionnement, je dirais, sur le terroir du vignoble. Donc après le cep, qu'est-ce qu'il fait finalement le cep là au milieu? On nous a dit que le génie était dans le cep, c'est certainement vrai. Finalement le cep, est-ce que c'est pas finalement le fil conducteur entre, Mathieu l'avait évoqué, un sol avec une composition minérale, avec des particularités en termes d'argile, en termes d'alimentation hydrique, et puis finalement un climat qui est au-dessus et qui s'impose. Donc le cep, il est au milieu, il a les feuilles qui sont dans l'air et les racines dans la terre. Donc c'est peut-être cette interface entre un sol, un climat, et puis après, finalement, qu'est-ce qu'ont fait nos vignerons ancestralement? C'est finalement d'adapter le cépage qui donnait le meilleur résultat. Donc finalement, c'était celui qui arrivait à résister, qui est resté. Chez nous, c'était la Syrah. Donc toujours cette ambiguïté entre le cep, le sol, le climat, le cépage, l'administration éventuellement qui vient mettre son grain de sel. Donc un rôle de l'homme là qui est finalement compliqué. Après, finalement ce génie, il est où? Est-ce qu'il est dans le cep? Est-ce que c'est un génie qui a 3 têtes? Est-ce que c'est un génie qui peut être bon ou qui peut être mauvais? Je sais pas. Je sais pas. J'ai une petite réponse quand même en ce qui concerne notre secteur. On est chez nous sur, dans certains cas, ce que des agronomes ne qualifieraient pas de sol. C'est-à-dire qu'en fait, faire une analyse de sol aujourd'hui, c'est prendre de la terre, bêtement. Mais en général, on travaille sur les parties fines. Donc chez nous, par endroit, quand on a enlevé les parties qui ne sont pas fines, il ne reste rien. Donc je ne sais pas comment on peut définir ces sols. Donc la magie de ces granites, c'est effectivement d'être sur des sols qui n'en sont pas finalement, et où seulement la vigne est capable de donner un résultat qui peut faire rêver, mais qui dans certains cas ne peut pas être défini par les normes de l'agronomie. Et quand on est sur du granit, donc Mathieu parlait tout à l'heure de fertilisation, comment peut-on fertiliser un granit? Dans la mesure où en fait la vigne va devoir passer l'été sans avoir de réserve en eau au niveau du sol, et va travailler finalement dans la roche pure, puisqu'en fait cette racine qui va descendre dans les fissures granitiques va aller générer du sol finalement à partir de la roche-mère. Donc comment on fertilise ça, puisque finalement elle a accès déjà à la matière première minérale absolue. Chose qui est complètement différente sur des sols anciens, des sols alluviaux, ou notamment j'évoquais les terrasses de Crozes-Hermitage tout à l'heure. Donc je crois que par rapport à cette notion de granit, il y a forcément un génie dans le cep, et que le génie de l'homme est très minoritaire. Le génie de l'homme là-dedans, le seul qui puisse savoir, c'est en fait de se mettre à genoux devant le génie du cep et de se dire, si j'observe, si j'essaie de rester dans cette notion d'équilibre que je dois atteindre, mon pied de vigne va arriver à me donner des raisins que je pourrais peut-être transformer en vin. En dehors de ça, problématiques de rendement, elles sont un peu imposées. Les problématiques d'irrigation, on y songe, mais il faut qu'on attende peut-être 2 générations pour que le relief s'arrondisse un peu. Donc en fait, on est très impuissant en tant que vigneron, en dehors du fait de devoir constater, respecter, essayer d'éviter des écarts de production sur une vigne jeune, ou d'essayer d'avoir peu de feuilles, mais des feuilles qui travaillent. Donc c'est pour ça que je crois que l'homme est vraiment très faible face à ça. Après, on est sur des vins qui, tout à l'heure le mot a été cité, subissent ou vivent un élevage. Nos Syrahs en général vont passer 12 ou 18 mois en élevage. Certains négociants bien connus du secteur vont jusqu'à des élevages de 36 ou 40 mois en fût.
Donc on peut avoir des élevages relativement longs. Et là aussi, on va retrouver l'homme. On va retrouver l'homme. Alors, le vigneron, normalement, c'est quelqu'un de bien. Quand il croise un œnologue, ça devient un couple qui est moins intéressant parce qu'il faut essayer de farfouiller, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire pour faire mieux que le voisin et tout. Donc certains ont par le passé pu tenter des choses quelquefois extrêmes, notamment avec le travail sur du bois. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, ces vins issus de ces terroirs, si on ouvre des bouteilles qui ont 7, 8, 10 ans, 12 ans, indépendamment de la méthode de vinification ou d'élevage qu'ils ont pu subir, on se rend compte que finalement l'homme s'efface, que la méthode s'efface, et qu'on a toujours cette puissance du terroir qui revient, et qui fait que une côte rôtie ressemble à une côte rôtie, qu'elle ait été élevée avec 50% de bois neuf, avec 20% ou avec pas du tout, et que finalement elle ne ressemblera pas à un cornasse, et ainsi de suite. Et je crois que c'est là que finalement l'homme doit rester très modeste au vignoble par rapport à une incapacité à s'éloigner de grands standards d'équilibre imposés par la nature, par Dame Nature. Et après, pareil en termes de vinification et d'élevage, je crois beaucoup de respect de cette matière première qui arrive toujours à dicter un petit peu sa volonté, et y compris où on voit sur un millésime chez nous qui était très extrême, qui est 2003, donc on a vendangé donc des parcelles au mois d'août, voire fait 80% du Rhône Nord au mois d'août. On se rend compte aujourd'hui que ces 2003, finalement, ils tiennent dans le temps, même si au début, ils étaient sur des notes de pâte de coin, des choses très confites, et pour lesquelles on ne pensait pas avoir un grand avenir. Donc encore une fois, ces terroirs, je crois qu'il faut leur faire confiance, les respecter, et en fait, un jour les choses arrivent. Après, ces terroirs, nos appellations sont petites, les domaines sont petits, et on s'amuse encore à aller faire du terroir dans le terroir. C'est-à-dire qu'on a tous une parcelle. On en a une qui s'appelle Lautaré, en Saint-Joseph, qui donne un Saint-Joseph particulier, parce que sol un petit peu différent, exposition un peu différente. Donc non seulement d'avoir de petites appellations, mais là-dedans, un peu peut-être par, je ne sais pas, une contamination ou un rêve bourguignon, on va faire des sélections parcellaires, mais qu'on ne va pas caler par rapport à une méthode ou par rapport à un cépage, si c'était en blanc, mais qu'on va bien caler justement sur des expressions de terroirs différentes, et sur toujours ce triptyque, le vigneron, l'environnement, on va dire, climat et sol, et puis ce cépage. Donc voilà un petit peu, en écoutant les intervenants précédents, j'ai trouvé un certain nombre de choses que j'avais décidé de vous dire. J'ai essayé de ne pas les dire exactement comme ils l'ont dit, mais je crois qu'on a quelques grandes notions finalement qui se recoupent, qu'on les aborde par l'histoire, par un côté scientifique, par un côté journalistique ou par un côté vigneron, et où on se rend compte qu'il y a quand même de grandes notions incontournables dans ce monde du vin, et en espérant qu'elles perdurent. Et en parlant de perdurer ou de durabilité, mon confrère de Côte-Rôtie a pour habitude de dire que finalement la viticulture en Côte-Rôtie, c'est 24 siècles de viticulture. Donc en termes d'adaptabilité, que ce soit d'évolution climatique, que ce soit de différentes générations humaines, de crises sanitaires, de crises économiques, finalement il y a peu d'autres cultures dans le monde agricole qui ont pu s'adapter et s'implanter aussi longtemps sur ces territoires. Donc finalement, réchauffement climatique, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que ça ne va pas se régler tout seul? Est-ce que la viticulture ne va pas simplement continuer à exister? Il faut espérer que si. Voilà, merci de votre attention. Juste enfin, donc j'avais mis deux petites photos pour illustrer un petit peu. Elles sont passées, donc il y avait celle-ci en fait, c'est une photo qui est assez particulière. La précédente c'était le vignoble donc de l'Ermitage, et celle-ci en fait c'est le vignoble de l'Ermitage qu'on aperçoit au fond avec donc la ville de Tel-Hermitage, mais vue depuis le lieu dit Saint-Joseph. Donc la particularité là, c'est qu'en fait quand on est sur le lieu dit Saint-Joseph au sud de Tournon, le Rhône disparaît. Et on a vraiment l'impression qu'en fait on est sur ce barrage dans la vallée, donc avec les deux appellations face à face. Merci.